On refait le Mac, le podcast. Chaque semaine, vous retrouvez sur le site www.onrefaitlemacom le débat sur l'actualité et les usages du Mac, de l'iPod, de l'iPhone et de l'iPad. Cette semaine, nous allons nous pencher sur Apple et Google. Alors que les deux entreprises étaient il y a encore peu très proches et travaillaient main dans la main, elles se sont soudainement déclaré la guerre. Retour sur les faits avec le sommaire. Apple a toujours pointé du doigt un adversaire qu'il fallait combattre pour ne pas disparaître. Ce fut dans les années 80 le géant IBM. Puis dans les années 90, le tour de Microsoft et de son fondateur Bill Gates d'être désigné l'ennemi public numéro 1. Place aujourd'hui à Google, le célèbre moteur de recherche et le nouveau grand Satan d'Apple. Pourquoi les deux hommes forts de la Silicon Valley, Steve Jobs d'un côté et Eric Schmidt, le patron de Google de l'autre, sont-ils déclaré la guerre? On refait le Mac épisode 13, Apple contre Google, la guerre est ouverte. Avec pour en parler avec nous cette semaine, deux invités exceptionnellement pour On refait le Mac. Vous les connaissez déjà, Emmanuel Paquette du magazine L'Express qui fait un dossier spécial Google cette semaine. Bonjour Emmanuel. Bonjour Olivier. Tu peux nous montrer la couverture? Mais bien sûr, alors c'est la couve internationale, hein. Donc voilà. Waouh, Google un géant contesté, donc c'est bien, pour une fois on est dans l'actu, on refait le Mac, on avait juste, c'est bien, bon, on va pouvoir en parler. Et à ma droite, un obscur monstre, d'où il sort je ne sais pas, mais en fait c'est vous le connaissez, c'est Monsieur X, qui est un ancien d'Apple, un ancien responsable d'Apple qui avance un visage masqué, pour pas dire un visage, c'est monstrueux aujourd'hui. Bonjour Monsieur X. Bonjour Olivier, en fait ça c'est ma poupée vaudou pour remplacer Cédric. Et moi me voilà, attention. Hop la magie des effets photoboost et iChat. C'est de toute beauté. Cédric qui n'est pas avec nous cette semaine, exceptionnellement, je suis sûr qu'on le retrouve très vite. Messieurs, donc nous allons parler de Google et la guerre Apple contre Google. Quelle mouche a donc piqué Apple, messieurs, de s'en prendre ainsi à Google, alors que pendant des années, ils ont travaillé main dans la main. Je crois même qu'Eric Schmidt était membre du conseil d'administration. Eric Schmidt, c'est le patron de Google qui était membre du conseil d'administration de Google. Ça montre le niveau de confiance qu'il y avait entre ces deux partenaires. Emmanuel, peut-être. Oui, parce que les deux sociétés n'avaient pas grand-chose à voir au niveau des modèles économiques. On avait d'un côté un fabricant de hard et de soft, donc Apple, qui vendait des ordinateurs, des iPhones, et de l'autre, en fait, un moteur de recherche. Donc il n'y avait pas beaucoup de causes de friction possibles entre les deux entreprises, sauf que les deux commencent à arriver sur des nouveaux terrains, des nouveaux territoires, et là, elles se rencontrent et elles se font face, notamment dans la téléphonie mobile avec Google et son système d'exploitation Android. À un moment donné, les intérêts divergent. Il faut se souvenir qu'au lancement de l'iPhone, l'un des plus fervents supporters de l'iPhone qui soutenait Apple, notamment pour avoir développé des solutions pour l'iPhone, Monsieur X, si je me souviens bien, c'était Google. Oui, je crois que effectivement, ce qui était impressionnant aussi au moment du lancement de l'iPhone et de l'iPod Touch, c'était cette solution particulière qui avait été développée par Google via YouTube pour l'iPhone pour pouvoir accéder à ces vidéos. Donc le fait de réencoder au format mobile, pour faire simple, les vidéos de YouTube pour qu'on puisse y avoir accès directement depuis l'iPhone. Ça, d'un point de vue partenariat, c'était très très impressionnant. Ouais. Alors qu'est-ce qui s'est passé puisque Eric Schmidt a quitté il y a quelques mois le conseil d'administration d'Apple? C'était pas tenable. On pouvait pas à la fois être concurrent et membre du conseil d'administration. Emmanuel. Oui, du moment où Google a commencé à vouloir rentrer dans la téléphonie mobile avec son propre système d'exploitation Android, et qu'il a licencié un maximum de fabricants de téléphones pour zéro, parce que le modèle économique de Google, c'est pas de vendre un système d'exploitation. Donc de ce point de vue-là, il est différent de Microsoft, mais c'est d'avoir une base installée la plus large possible pour après que les gens utilisent le moteur de recherche, YouTube, etc. Et puis vendre de la publicité dessus, enfin le modèle qui fait aujourd'hui la force de Google. Ouais. Donc la base installée la plus large possible, ça veut dire justement sortir simplement d'un accord avec Apple, parce qu'aussi fort qu'Apple puisse être, ce n'est pas la téléphonie mobile Apple, c'est qu'une partie. Ouais. Et donc ils ont envie d'être sur tous les terminaux disponibles pour toucher tous les internautes ou les mobinautes disponibles. Donc Apple a eu des mots très durs envers Google, et il semblerait véritablement que l'élément qui a déclenché cette guerre, c'est l'arrivée du Nexus One plus qu'Android qui est arrivé au début de l'année, où vraiment les choses se sont véritablement échaudées entre Apple et Google. Cette semaine, il y a eu une plainte déposée par Apple contre HTC. Est-ce que vous ne pensez pas encore une fois que c'est Google qui est dirigé contre cette plainte de contrefaçon, c'est bien ça?
Si, moi je pense absolument. Maintenant, je suis pas sûr que le point de départ soit pas un petit peu antérieur à l'arrivée du Nexus One. Il faut rappeler qu'HTC est le fabricant du Nexus One, pour ceux qui est le téléphone de Comme Google. l'explique justement Emmanuel, Google vit de la publicité. Moi je pense que si Apple et Google avaient trouvé un accord avant la décision de lancer du Nexus One, de faire de la publicité sur l'iPhone avec un partenaire exclusif qu'aurait pu être Google, le Nexus One ne serait peut-être pas né. Je pense qu'une des hypothèses de la fâcherie entre Apple et Google, c'est que Google ne s'est pas vu donner les moyens de faire de la publicité comme il le souhaitait sur l'iPhone. Or, on sait que le revenu qu'on peut tirer d'un internaute depuis son terminal mobile ou le revenu qu'on peut tirer d'un internaute depuis son ordinateur en termes de publicité, il y a un rapport de 1 à 5. Oui, et puis en plus, alors faut bien avoir en mémoire que ça a débuté avant les ennuis entre Google et Apple. La première cause de friction, ça a été sur l'App Store, la boutique de téléchargement sur l'iPhone, puisque Google voulait essayer de mettre en avant Google Voice, qui était un système en fait de voix sur Internet, mis en place sur l'App Store, et Apple a refusé de mettre sur l'App Store donc cette application. Donc Google a été voir l'autorité de régulation américaine. Petite vexation déjà, c'est une première vexation. C'était avant Android ça, Emmanuel, ou pas? C'était concomitant en fait. Concomitant, oui, comme par hasard. Donc c'était une manière peut-être de répliquer, vous lancez Android, on va vous embêter un petit peu, c'est ça? Je pense, ouais. Et du coup, la FCC, Google a saisi l'autorité de régulation aux États-Unis qui a demandé des explications à Apple et AT&T, qui est l'opérateur exclusif de l'iPhone aux États-Unis. Et donc ça a été la première petite guéguerre entre les deux. Ensuite, effectivement, il y a eu AdMob, puisque ce qu'on a tous entendu, c'est que cette société de publicité sur téléphone mobile, Apple était intéressé pour la racheter, et Google aussi. Finalement, Google a remporté le morceau. Puis il y a eu une deuxième étape, qui est le site de musique en ligne Lala, qui a été on a fait un spécial Refait le Max, souvenez-vous, c'était la première. Exactement, et là aussi, Google était sur les rangs pour racheter Lala, et Apple aussi, et finalement, c'est Apple qui a remporté la mise devant Google. Donc il y a une bataille sur les startups et les acquisitions de startups et de technologies entre les deux, et puis une bataille aussi de distribution de certaines applications, avec en fond commun dans les deux cas la publicité sur mobile. Donc encore une fois, Apple a racheté Quattro Wireless, qui est le concurrent d'AdMob, qui a été racheté par Google, et donc comment on pourrait résumer, c'est quoi? C'est des régies publicitaires pour mobile, c'est ça? Oui, avec des technologies derrière aussi quand même. Oui, exactement. Exactement. Ce que dit Emmanuel est. C'est les serveurs de publicitaires, quoi. En gros, pour gérer des bandeaux. C'est une régie. Ouais. C'est une régie, donc c'est évidemment une société qui vend à des annonceurs de l'espace publicitaire. Ça, c'est une première chose. C'est le métier de Google aujourd'hui. Oui, mais sur le web de l'internet. On comprend le danger pour Google. Si le trafic bascule. Sur le mobile, il y a un danger de perdre le quasi-monopole qu'a Google aujourd'hui sur ce marché-là. Oui, c'est d'autant plus que sur l'Internet mobile, les formats publicitaires ne sont pas encore standardisés. Donc il y a en même temps le fait pour Apple et Google de racheter ces régies et puis d'essayer d'imposer son format. Parce que si on impose son format, on a un petit peu une prime au leader. Si les annonceurs adoptent votre format, ils vont évidemment passer leur publicité dans vos formats avec les régies que vous contrôlez, et c'est vous qui allez avoir la plus grosse part du gâteau. Donc il y a une guerre de présence économique et il y a une guerre technologique pour imposer ces formats. Si ma mémoire est bonne, Steve Jobs a quand même parlé de publicité, notamment sur l'iPad et sur l'iPhone, en disant qu'Apple, allait se positionner sur le marché, mais en réinventant une fois de plus la manière dont on fait de la publicité sur les terminaux mobiles. On le voit aussi avec. Oui. On le voit aussi, je dis, avec la dernière annonce de Google qui annonce des avancées dans la publicité géolocalisée sur le Nexus One, avec des fonctionnalités pour Google Maps qui seront disponibles que sur le Nexus One. Et puis on le voit aussi avec Apple, qui, non pas à travers d'un communiqué de presse, mais au travers d'une communication vers les développeurs d'applications iPhone, a annoncé qu'ils n'allaient plus valider au niveau de l'App Store les applications qui feraient deux choses en même temps. Et ces deux choses, ça serait de la géolocalisation et de la publicité
à base de cette géolocalisation. Donc ils ont annoncé que ça c'était fini. C'est exclusif Apple. Si aujourd'hui vous soumettiez une application qui cherchait à faire de la publicité locale à partir des fonctions de géolocalisation, a priori vous ne seriez pas diffusé sur l'App Store. Donc les voilà l'un et l'autre en train de pousser leurs pions. Oui, alors là on a bien compris, monsieur X, qu'il y a des enjeux qui nous dépassent un petit peu, des enjeux technologiques, parce que dans l'avenir on a l'impression qu'on va rentrer peut-être dans une nouvelle ère où il y aura de plus en plus de services web, de choses qui seront dans le nuage, comme on dit aujourd'hui. Pour l'illustrer peut-être en images, cette révolution, je vous propose de regarder ces quelques images. On se retrouve tout de suite après. C'est le nouveau data center d'Apple, 46 500 mètres carrés. Donc là, franchement, ça c'est plutôt des installations, des infrastructures que propose d'ordinaire un Google, on est bien d'accord. Donc ça s'aperçoit qu'il y a des enjeux qui dépassent bien le marché de la téléphonie, de l'iPhone en lui-même et du Nexus One. On parle peut-être même du cloud computing. Qu'est-ce que c'est le cloud computing concrètement? Déjà le cloud computing, effectivement, c'est le vieux principe de mon disque dur, c'est l'Internet. Et donc j'ai toutes mes données qui sont stockées dans le réseau, c'est-à-dire sur un ordinateur qui ne m'appartient pas, mais qui est dans un data center, comme tu l'as montré sur ta... C'est MobileMe, c'est ça, monsieur X? C'est effectivement la fonction de stockage de MobileMe, mais c'est la fonction de stockage d'autres services comme ça qui existent plus ou moins gratuits ou payants. Et pour cela, il y a besoin de stockage exponentiel. Le succès d'Apple, le succès de MobileMe, notamment au travers des comptes qu'Apple vend via l'iPhone, pas tant via les Mac, nécessite déjà beaucoup plus de stockage. Et de 1. Et de 2, pour alimenter le trafic en provenance d'iTunes et des téléchargements d'iTunes, que ça soit musique, mais aussi vidéo, et puis bientôt avec l'iPad e-book, il y a aussi des besoins de stockage qui sont exponentiels. Donc ne serait-ce que par ce besoin de stockage créé dans l'écosystème Apple avec l'App Store musique, vidéo à la demande, maintenant livres, et puis les comptes MobileMe au niveau de l'iPhone, il y a besoin d'avoir des gros besoins de stockage et de bande passante. Est-ce qu'il y a quelque chose en plus derrière? Qu'est-ce qu'on peut imaginer? C'est ça qui me titille. Et je suis pas seul à mon avis. Apple a quand même commencé à faire des petits essais avec son équivalent de suite Office qui s'appelle iWork. Ouais. Avec ce qu'on appelle iWork.com, donc cette version cloud computing d'iWork. Peut-être que la version d'iLife nous réserve des surprises et permettra, moyennant un abonnement, de déporter complètement le stockage de ces données Keynote, Numbers et iWork dans le nuage. Monsieur X, et iTunes dans tout ça? Et tout ça, cloud computing, ça fait beaucoup quand même, hein? Non, Emmanuel? Ouais. iTunes, gros data center. Peut-être qu'ils vont passer enfin au streaming musical, je ne sais pas. Non, ça j'y crois pas, non. Je pense... Enfin, ça, vraiment, moi, on sait qu'iTunes a besoin quand même de bande passante, ne fût-ce que pour stocker, si c'est Apple du moins qui stocke, ça je sais pas, monsieur X, t'as peut-être la réponse, c'est iTunes. Ouais, là il faut des gros besoins de stockage, mais c'est pas tant la musique que la vidéo qui vient derrière. Ouais. Apple en France, on est plutôt tranquille, hein. Apple engage la bataille de la HD non pas en mettant des lecteurs de DVD Blu-ray dans ses machines, mais en proposant le téléchargement de films HD. Et ça nécessite des besoins de stockage absolument monstrueux. Sauf qu'il faut une platine pour les lire, si vous voyez ce que je veux dire. Et Apple en ce moment, avec sa platine, ils ont plutôt du mal avec l'Apple TV. Qu'est-ce qu'on peut imaginer? De quoi on parle aujourd'hui concrètement, Emmanuel, lorsqu'on se projette un peu dans les quelques années qui viennent, quand on écoute Google, tout simplement, puisque tu as fait un dossier sur eux, et que Google fait peur parce que de par sa puissance, c'est un peu le thème de ton dossier dans l'Express, on n'a pas beaucoup parlé, désolé. Pourquoi il fait peur aujourd'hui Google concrètement, et quand on voit ces infrastructures-là, pourquoi par exemple Apple aujourd'hui serait obligé d'investir autant pour être au niveau? Si tu veux, le cœur du cœur, ce qui coûte le plus cher, ce qui est le plus intéressant pour toutes ces entreprises-là, s'ils veulent se développer sur la publicité, Google c'est le cas et Apple ça sera peut-être également le cas, c'est d'avoir le maximum de données personnelles sur comment les gens naviguent sur Internet, comment ils consomment de la musique, comment ils achètent, etc. Parce que c'est uniquement comme ça que tu peux optimiser, qu'on peut optimiser un message publicitaire pour qu'il apparaisse non intrusif
et qui, entre guillemets, et qu'il apporte ou il puisse apporter quelque chose à l'internaute. Donc Apple va stocker. Apple, pardon, c'est freudien. Google va centralise de plus en plus d'informations sur les consommateurs, c'est ça. De plus en plus. Et les commercialise, parce qu'on dit que Google c'est gratuit, mais en fait, il faut bien, c'est la publicité. Il les utilise pour lui, pour améliorer son système de publicitaire et d'annonce. Et de personnalisation, en gros. Et de personnalisation, ouais. C'est ce qu'on appelle la publicité comportementale, en gros, sur Internet. C'est-à-dire qu'en fonction de la manière dont on passe d'un site à un autre, on peut déterminer certains goûts, certaines habitudes de consommation et proposer une publicité sur un site web qui sera en relation et personnalisée à l'internaute qui va aller sur ce site à un moment T. C'est ce qu'on appelle, oui, c'est ce qu'on appelle du profiling. C'est ça. Ça vous fait rêver, ça, monsieur X, le profiling. Vous bavez comme un malade. La belle chose. Si tu regardes, ne serait-ce qu'aujourd'hui, les grilles tarifaires des grandes régies publicitaires, il y a en général pour les annonceurs 3 types d'offres. Il y a ce qu'on appelle la rotation générale. En gros, on te vend de l'espace publicitaire sur les sites que gère la régie, et puis tu vas envoyer en tant qu'annonceur tes bannières un petit peu au tout venant sur les sites internet, quel que soit l'internaute qui est en face, quel que soit son profil et ses habitudes de consommation. Tu as un deuxième niveau de vente qui s'appelle les packs, qui est tout simplement un habillage thématique. Tu vas dire, moi je suis un annonceur qui est Coca-Cola et je préfère annoncer sur les sites internet qui s'adressent aux jeunes, donc peut-être plus la musique et les équipements de sport. Donc ça, c'est un premier niveau de personnalisation. Et puis tu as un troisième niveau de personnalisation qui est effectivement comportemental ou dite de profil, qui permet, parce que la régie qui envoie les bannières met des cookies sur ton ordinateur, d'avoir une vision plus fine des gens qui viennent sur les sites internet. Ça va être leur âge, par exemple, leur sexe, bien sûr, leur genre, pardon, et puis le site dont ils viennent, et le site où ils ont une bonne chance d'aller. On a un historique de leur navigation. Donc toi, tu vas venir, et on va s'apercevoir que, en général, sur une période de 2 ou 3 mois, Olivier, quand il surfe sur un site comme SNCF... Non, je ne vais pas sur les sites cochons, non. Quand il surfe sur un site comme SNCF, c'est parce qu'il cherche un billet pour rentrer en Corse. Oui, et qu'au final, il va choisir entre non, mais tu vas choisir entre la SNCF qui a un partenariat avec des bateaux ou Air France. Ouais. Et à ce moment-là, comme on sait ça, on va tout de suite t'envoyer une publicité Air France pour te dire, ne cherche même pas à acheter quelque chose... au niveau bateau, on a une super promo pour toi aujourd'hui. Voilà, ça c'est le troisième niveau, c'est le niveau profiling, et c'est là que Google veut jouer de plus en plus, Monsieur X, notamment à travers ce système de cookies et d'historique. Tu veux pas t'occuper de la pub d'On refait le Mac, parce que là, avec les connexions qu'on a, je suis sûr que tu serais très bon pour les vendre. On aurait du sur-mesure. Non, mais c'est blague à part. Tu vois ce que c'est la pub par profiling. Si c'est mal utilisé, c'est un peu le diable. Donc on a... Et Dieu merci, dans les sociétés modernes, il y a des choses comme la CNIL pour contrôler. En France, du moins. En France, c'est très franco-français, la CNIL. Oui. Mais pas du tout européen, malheureusement. En 2 mots, donc, on a bien l'impression que tu m'arrêtes si tu dis de bêtises, Emmanuel, que Google est a un peu aujourd'hui, on a un peu les mêmes réactions vers Google qu'on a pu y avoir il y a 15 ans en arrière, du temps de l'hégémonie de Microsoft, de l'ogre de Redmond, comme on l'appelait à l'époque. Est-ce que vous ne croyez pas, à l'inverse, pour vite avancer, parce que j'ai promis qu'on faisait que 20 minutes aujourd'hui, mais on n'y arrivera pas, que Apple est en train de devenir aussi un nouveau Microsoft et est en train de au sens de devenir un acteur dominant et qui veut écraser ses adversaires, au même titre que Google aujourd'hui. C'est toujours ce qu'a voulu Steve Jobs, il a juste pas réussi. Vas-y, développe. Oui, parce en termes de part de marché, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'il soit dominant. Sur l'iPhone, attends. Alors, sur les baladeurs, déjà, effectivement. L'iPod et l'iPhone. Sur le Macintosh, non, on est tranquille, ce côté-là encore. Non, mais sur iPod, effectivement, ils ont une part de marché qui est substantielle, mais si tu mets toutes les petites clés USB, MP3 à 10, 15, 20 euros, du coup, leur part de marché est extrêmement diluée. Et sur l'iPhone, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que sur le haut de gamme, on peut dire qu'ils sont dominants, mais si on le met dans l'ensemble de la téléphonie mobile, avec un Nokia par exemple. Voilà, Nokia a 30, entre 35 et 40% de part de marché. Ils vendent 1 million de téléphones par jour dans le monde, ça fait 365 millions par an. Ils sont loin de ça aujourd'hui. Ils ont quand même une attitude très, 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 j'allais dire impérialiste. Là, on dépasse le cadre d'on refait les Mac, mais je dirais très monopolistique. Tu décrivais comment ils avaient. Monsieur X veut intervenir. Comment ils ont. Non, je dis camarade.
Bref, moi j'ai fait un papier. Moi, non, je suis pas totalement d'accord. Je vais reprendre une analogie qu'avait fait Steve Jobs à un moment donné, parce qu'on lui reprochait à chaque fois que Mac avait que 5 ou 10% de part de marché. Et il disait, bah oui, mais regardez Ferrari, regardez Porsche, etc. Ça les empêche pas de bien vivre. Oui, c'est vrai. Le problème, c'est qu'on peut pas être en position dominante quand on s'appelle Porsche ou Ferrari, parce qu'on s'adresse qu'à une population relativement aisée. Et avec l'iPhone ou les Mac, pour l'instant, Apple reste encore dans des niveaux de prix qui s'adressent à une population élevée. D'accord. Donc c'est difficile de dire ça et position dominante. Voilà. Monsieur X, très rapidement, toi qui as vécu ça de l'intérieur, est-ce que Apple a comme ça des comportements par moments un petit peu borderline? Mais borderline en quel sens? Au sens qu'il se comporte pas forcément d'égal à égal avec ses partenaires, il joue sur sa puissance comme a pu faire. Oui, bien sûr. Ouais. Oui, bien sûr, je pense que dans les partenaires qu'on a évoqués au début de cette émission, tu as évoqué tout à tour IBM et puis ensuite Intel et maintenant Google. Tu as oublié un partenaire de poids qui pourtant est sous les feux de l'actualité, qui est Adobe. Oui, c'est vrai. Il faut se rappeler qu'Adobe faisait partie intégrante, au même titre que les Mac, des publicités Apple il y a 20 ans de ça, quand Apple a commencé à travailler avec TBWA, et que c'est Adobe qui a permis avec Photoshop d'imposer le Mac dans les industries graphiques au sens large, les journaux que vous connaissez bien, que sais-je encore. Aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de différence ou d'avantage à utiliser Photoshop sur un PC ou sur un Mac. Adobe est un empêcheur de tourner en rond parce que Adobe licence une technologie qui s'appelle Flash, qui permet de faire des animations et de la vidéo intégrée sur Internet. Et en gros, Adobe contrarie les plans d'Apple. Ouais. Absolument. Et donc Apple n'a aucune vergogne à, entre guillemets, jeter Adobe, à les malmener en déclaration et à dire Adobe Flash, qui est une techno-cœur d'Adobe, est une techno dépassée et Adobe va mourir parce que le futur, c'est ce qu'on appelle le standard HTML5. Donc oui, quand Apple est en position de force, Apple n'est pas un bon partenaire. Ça, c'est sûr. Ils savent jouer de la... Il n'y a pas de mémoire dans le business, on est bien d'accord. Non, il n'y a pas de mémoire et pas de sentiment à ce niveau-là et pas vraiment de fidélité. Apple a eu des mots très durs. Steve Jobs a eu des mots très durs pour conclure envers Google. Je cite ils veulent nous tuer, ils veulent tuer l'iPhone. Nous ne laisserons pas faire. En clair, c'est une manière de dire, si je vous comprends bien, messieurs, que derrière le discours, souvent il y a des choses un peu plus compliquées, que c'est pas simplement une guerre de communauté entre les utilisateurs de PC et de Mac. Ça va bien au-delà. On est bien d'accord. C'est sûr, c'est une guerre d'entreprise. Ouais. Ouais, puis Jobs a été à comparer le flash d'Adobe aux disquettes, quoi, en disant que c'était aussi passé que les disquettes que plus personne n'utilise aujourd'hui. Et puis concernant Google, il a dit, alors là, et après ils sont un peu revenus dessus, mais il disait, mais c'est quoi ce slogan Don't be evil, donc de Google, donc il dit ne pas faire de mauvaises choses. Il dit c'est vraiment entre guillemets des conneries, enfin du bullshit. Donc il commence à dire Google et Adobe sont vraiment dans sa ligne de mire. Bien, merci messieurs d'avoir participé à cette 13e édition. Oula, ça fait un peu peur. 13e édition d'On refait le Mac, déjà. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez-nous tous les jours sur le site www.onrefaitlemacom, tous les mois dans la publication dans le magazine iCreate, et puis également chaque semaine dorénavant sur LCI Radio. Ça s'appelle Vous avez un mobile. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à participer et à écouter ce podcast. On se retrouve très vite la semaine prochaine. Merci messieurs d'y avoir participé. Au revoir. Au revoir. Au revoir.